Bonjour les petits phénoménaux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une ancienne alumni du master DDL. Je m'appelle Natacha Bardi, je suis effectivement alumni de l'Université d'Angers, où j'ai fait toutes mes études en partie à Angers, beaucoup à l'étranger. J'ai fait un master 1 FLE du coup en présentiel à Angers et j'ai fait un master 2 d'ILALIC, donc en ligne. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes attentes avant de faire le master DDL? Est-ce que tu as des attentes spécifiques ou... Alors déjà j'ai choisi ce master parce que je voulais le faire en ligne et pouvoir vivre à l'étranger. Donc il y avait quand même plusieurs masters qui ne proposaient pas le côté en ligne. Il y avait le choix entre plusieurs masters en ligne quand même. Et c'était celui qui m'attirait le plus. Il y avait le côté littérature qui m'attirait quand même. Ça me permettait de faire une spécialisation un petit peu originale, on va dire. Et tu as fait tes études, ton master en 3 ans. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours, etc. Ouais, alors j'ai fait mon master 1 du coup à Angers. Donc le début c'était en présentiel mais avec la fin du Covid, donc quand même un peu en ligne. Et ensuite je me suis enfuie en Grèce pour faire un Erasmus à Athènes où là j'étais en ligne aussi tout le long. J'ai fait un stage là-bas avec les Master 2, donc c'était un petit peu spécifique à ce moment-là avec le Covid. J'ai fait mon stage là-bas, donc j'avais commencé à enseigner un petit peu avec un public étudiant. J'avais déjà enseigné avant en assistanat entre le master et la licence. Et après donc j'ai fait mon Master 2 effectivement en 3 ans, donc j'ai fait la première année en Zambie. J'étais en stage avec le ministère des Affaires étrangères dans une alliance française et dans une école privée sur place. Donc là c'était plutôt un public du secondaire on va dire. Ensuite j'ai refait une autre année parce que j'ai eu beaucoup de travail là-bas, un peu fini en burn-out. Et j'ai fait après une année avec un travail plutôt alimentaire pour avoir plus de temps pour ça. C'était aussi très intense. Donc voilà, avec un temps plein c'était un peu difficile de tout boucler. Et là cette année j'étais en Ouzbékistan, donc j'étais dans une école publique recrutée par le ministère de l'Éducation locale. Et j'étais dans le secondaire aussi et j'ai enfin fini mon master cette année, voilà. Donc tu as fait un master 2 d'ILALIC, c'est ouais. ça. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ce que c'est, comment ça se passe? La plupart de mes camarades c'était des personnes qui étaient en formation continue parce que c'est un master du coup qui est totalement asynchrone, enfin totalement. Il y a certains cours qui sont asynchrones, d'autres qui sont avec un calendrier spécifique à respecter. Mais globalement, on est sur 1 an. Alors c'est pas du tout comme le Proflam à Angers où on a les cours une première partie et puis ensuite les expériences à l'étranger ou pas forcément. Là, on est vraiment en autonomie, mais avec quand même un cadre avec certains enseignements. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont en formation continue et qui cherchent à avoir leur master enfin et ils se tournent vers du coup des masters en ligne, donc ils font ça à leur rythme en plus de leur travail. Donc il y a des cours comme à Angers qui sont en ligne avec comme je disais une spécialisation. Alors d'ILALIC c'est surtout axé sur la littérature et la culture. Donc on a des cours un peu spécifiques là-dessus. Littérature francophone, littérature de jeunesse. On a aussi une partie informatique parce que être en ligne déjà par rapport au master c'est bien d'avoir des compétences là-dessus. Et puis il y a le côté de vivre à l'étranger pour beaucoup de personnes, ça peut pousser aussi à avoir besoin de ces outils numériques. Voilà. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu l'as vécu d'être en ligne et pas en présentiel? Enfin, quelle différence tu as pu avoir dans l'expérience et l'apprentissage en général? Alors j'avais la chance d'avoir connu les enseignants en présentiel, donc je savais un petit peu qui était qui et pour moi ça faisait un peu un lien. C'est vrai que pour les autres c'était pas le cas du coup, à part voilà, lesquels qui sont en formation initiale. Le fait d'être en ligne c'est quand même assez spécifique, c'est pas donné à tout le monde je dirais. Avec le Covid on a tous été poussés vers le numérique assez rapidement, donc on était aussi très accompagnés parce que tout le monde était en mode Covid. Là maintenant il faut se rendre compte que les enseignants sont en présentiel, nous on est en ligne, donc on n'est pas sur le même rapport je trouve, et c'est plus des tuteurs finalement que des enseignants au quotidien. Donc il y a besoin d'une grosse rigueur. Voilà, son calendrier en fait, faut être au clair avec soi-même, réaliste avec les cours qu'on veut choisir. Il y a des cours qui sont très chronophages mais voilà, qui peuvent être très pertinents pour certaines personnes. Tout nous intéresse pas en fait dans notre parcours professionnel. Il y a des gens qui veulent vraiment avoir le master, il y a des cours qui les concernent pas ou qui les intéressent pas et ils vont choisir en fonction de ça. Moi je dirais il y avait vraiment cet enjeu de jauger la charge de travail, mais aussi il y a l'isolement aussi, hein. On est quand même tous derrière nos ordinateurs. Nous on avait un groupe WhatsApp qui permet quand même de bien échanger avec, j'étais déléguée 2 années sur 3. Donc ça permet de faire du lien. On avait essayé de faire un peu des visios la première année aussi. Mais voilà, faut se rendre compte qu'on est quand même beaucoup laissé en autonomie et qu'il faut savoir s'organiser en fonction et pas abandonner quoi.
et essayer de s'y retrouver avec son emploi, quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec un temps plein, et moi c'était mon cas aussi. Donc tu as parlé du fait d'être à distance, que tu avais des emplois en parallèle, etc. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes expériences professionnelles et tes expériences, les débouchés que tu as pu avoir, etc. Est-ce que le master en Dialyque, le master même FLE en général, t'a permis ça a permis d'ouvrir des portes, ou est-ce que en fait t'es sorti de ces débouchés un peu classiques qu'on considère en FLE et t'as pu trouver autre chose? Pour moi, le FLE, il y a quand même beaucoup le débouché vivre à l'étranger qui a beaucoup de formes différentes. C'est sûr que d'avoir une formation FLE, ça permet déjà d'avoir les bases pour préparer ses cours, pour s'adapter au public. On apprend à se préparer au public en M1 notamment. Et ça permet vraiment de savoir dans quoi on va. Là, il y a des personnes dans le FLE, surtout à l'étranger, des personnes qui sont juste françaises à l'étranger et qui n'ont pas vraiment l'habitude des cours. En fait, ils ont été profs sur le tas, et je trouve qu'on a déjà un avantage en termes de compétences sur place, parce qu'on sait ce que c'est notre métier, quoi, on le connaît, comparé aux autres qui sont arrivés, qui se sont formés avec la pratique. Et puis il y a le côté aussi concurrence qui est réel maintenant, où on a tous accès à la mobilité, etc. Faut réussir aussi à avoir des emplois, donc plus on est qualifié forcément, et le master pour moi, le master 2 surtout, est vraiment un avantage à avoir sur ce marché-là, où ça permet de faire preuve de nos compétences déjà de manière officielle, et puis concrètement d'être recruté plus facilement. Après, en termes de compétences, moi le master Dialyque, c'était donc, comme je disais, pas mal sur la littérature, les cultures, etc. Le côté culture interculturelle, ça me sert effectivement au quotidien de se rendre compte un petit peu de nos vécus à nous, du vécu de nos élèves, etc. De savoir mélanger tout ça. Après, le côté littérature, moi j'ai pas eu des publics forcément qui étaient peut-être compatible avec ça, ou en tout cas j'ai pas réussi à trop mettre en place ça. Donc voilà, il y a des choses qu'on prend, des choses qu'on laisse, ça veut pas dire qu'on ne va pas l'utiliser plus tard. Pour les débouchés, après, on a vraiment beaucoup de choses en FLE. Il y a des choses qui requièrent d'avoir un master 2, d'autres un master 1 ça peut suffire. Il y a les assistanats, donc là on peut être en licence, c'est un peu du pré-professionnalisant. Là je pars en VIA moi, donc c'est volontariat international en administration. Là il y a besoin du master 2, donc j'ai été obligée d'avoir ce master pour y aller. Mais globalement, master 2 c'est mieux. Après il y a beaucoup d'endroits où on peut accéder sans techniquement. Donc là t'étais en Ouzbékistan, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes expériences à l'international, etc. Parce que c'est vrai qu'aussi t'es allé dans des pays où on n'a pas forcément l'habitude d'aller, dans le sens où il n'y a pas énormément de personnes qui parfois en sortant du FLE se dirigent vers ce genre de pays, etc. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? J'ai fait plutôt, on va dire, 4 expériences avec le FLE. Je suis partie en Autriche déjà, en Europe, en assistanat. Donc là, c'était une expérience, j'étais avec public secondaire un peu spécifique, restauration, hôtellerie, c'était un peu des bacs pro. Là, cette expérience, je l'ai connue grâce à ma licence d'allemand. J'ai fait une licence d'anglais et d'allemand. J'étais partie grâce à ça. Et après, les autres expériences, il y a le site très connu de FLE.fr qui regroupe quasiment tous les types d'enseignement à l'étranger. Et c'est à travers ça déjà que ça m'a permis d'accéder à différents types de postes dont j'avais pas forcément idée. Ces expériences-là, elles ont été très différentes. Il y avait d'abord le public, le privé, des organismes, soit c'était des Français qui me recrutaient, soit des étrangers. Pour y accéder, après ça dépend ce qu'on veut faire aussi, ça dépend de voir si on est prêt à partir souvent 1 an ou une année scolaire en tout cas à l'étranger. Il y a des missions plus courtes. En Zambie, moi j'ai été que 6 mois. C'était un stage du ministère des Affaires étrangères, qui est un stage de master 1 si je dis pas de bêtises, ou en tout cas de master, qu'on peut pas faire avant. Si la question va aussi vers qu'est-ce qu'il faut pour se préparer, ou qu'est-ce qui est bon de savoir, il faut déjà se dire dans quel pays on voudrait aller, déjà les attirances, sachant que le FLE c'est quand même appris dans tous les pays quasiment. Et après ensuite il y a le côté conditions de travail qui est encore une autre question de voir un petit peu entre est-ce qu'on est logé, pas logé, est-ce que c'est un contrat long, est-ce que c'est une bourse, est-ce que c'est un vrai salaire. Il y a des arguments comme ça qui peuvent faire pencher la balance. Moi je conseillerais de commencer par plus proche, Moi j'ai commencé en Autriche, ensuite je suis allée en Grèce, ensuite Zambie, Ouzbékistan, donc je vais de plus en plus loin. Et ça permet de faire une petite expérience avec des cultures qui nous ressemblent, ça nous permet de s'affirmer dans notre métier, et après peut-être d'expérimenter plus le côté culturel. Il y a la langue aussi qui compte, Moi je parle en général les langues, je vais dans des pays où je parle la langue en général, donc ça me permet de trouver plus facilement. Là en Ouzbékistan, il y a beaucoup de personnes qui parlaient pas du tout russe, c'était un peu plus compliqué pour eux, surtout en classe en fait, il y a la réalité du terrain, il faut pouvoir parler avec ses élèves. Et le tout français c'est très bien, mais c'est vrai que la réalité c'est aussi d'essayer de se faire comprendre, et même pour le côté en dehors des cours, la discipline, il faut aussi se faire comprendre. Donc voilà. Est-ce que tu peux me parler un peu tu as parlé que tu as fait un stage avec le ministère des Affaires étrangères, un peu comment tu es arrivé à trouver ce stage-là, etc. Parce que c'est pas forcément, ces organismes
organismes des fois vers qui on se tourne. Ouais. Alors le MEAE, donc ministère des Affaires étrangères, européennes et étrangères, c'est cette offre, je l'ai vue. C'était un peu une offre de dernière minute. Moi, j'étais engagée d'abord, je devais partir en Ukraine. Ça a été abandonné parce que j'avais une fin d'administratif à faire avec la Grèce. Et donc, c'était un petit peu dernière minute et j'ai trouvé ça sur fleu.fr. Donc, en fait, des fois, il y a des annonces qui sont pas forcément publiées là-dessus parce c'est des recrutements en interne. Par exemple, les assistanats, c'est censé être sur le site de France Éducation Internationale, mais des fois, ils recherchent des gens, donc ils mettent ça sur une plateforme plus publique. Donc, ça m'a fait connaître ça. Et puis là, je repars en VIA avec le ministère aussi. Ça, c'est un recrutement en interne, pareil. Moi, j'essaie de trouver. Après, il y a le bouche à oreille aussi. Avec des collègues, on apprend comment chercher du travail. On a d'autres outils, etc. Il y a les outils, par exemple, pour partir dans les lycées français. Ça, c'est une option aussi, faire du FLE scolaire. Il y a peu de demandes parce que souvent, ils se débrouillent. Alors, ils ont peut-être pas assez de postes disponibles pour ça. Mais il y a aussi possibilité d'aller dans d'autres sites, par exemple enseigner à l'étranger, ça c'est le site pour les lycées français, France Éducation Internationale pour les assistanats, et après ça va être des alliances françaises ou les instituts, donc ça va être des recrutements peut-être sur LinkedIn par exemple, s'ils ont des offres, mais qu'on retrouve souvent sur fleu.fr. Ou alors il y a aussi les sites du gouvernement, diplomatie, mais là c'est vraiment sur des métiers qui sont un peu plus poussés, faut avoir déjà pas mal d'expérience quand même. Pour être par exemple coordinateur dans un institut. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle par exemple tu étais en Ouzbékistan ou ça a vraiment été une question d'opportunité qui sont arrivées Alors moi du coup j'ai appris le russe au lycée, je voulais un pays russophone pour parler couramment. Ça faisait plusieurs années que j'essayais d'aller alors soit dans le Caucase où on parle aussi un peu russe, soit en Asie centrale. Et là, j'avais postulé aussi au Kazakhstan, j'ai été pris en Ouzbékistan. Donc voilà. Et puis après, la Grèce, c'était un pays où je voulais aller aussi. L'Autriche, pareil. L'Autriche, les conditions étaient un peu mieux qu'en Allemagne. Et puis, c'est un pays qui me tient à cœur. Et puis pour la Zambie, c'était pour le coup vraiment par hasard, avec cette annonce un peu de dernière minute. Mais le directeur était incroyable à l'Alliance, donc j'ai vraiment une bonne expérience. Et en ce qui concerne, donc là, tu vas partir en VIA. Ouais. Est-ce que tu peux un peu plus parler de ce qu'est le VIA, comment tu as trouvé le VIA, etc. Et où tu pars? Alors, je vais partir au Rwanda là pour 1 an. Donc, les VIA, c'est en général 1 an renouvelable. En fait, c'est une sorte de programme payé par l'État français. Donc, on est envoyé par le ministère des Affaires étrangères et on est un petit peu en mission pour, alors soit dans notre cadre du FLE, il y a des VIA pour plein de choses différentes, mais pour le FLE, c'est pour travailler dans des instituts français ou des alliances. Et c'est un métier souvent, on est souvent chargé de mission pédagogique, moi c'est ce que je vais être. Donc en fait, on gère les équipes localement, donc on va gérer leur recrutement, leur évaluation, des professeurs, l'accueil des élèves, etc. Ça, je l'avais fait un petit peu en Zambie aussi. Et ça m'intéressait de pousser un peu le métier parce que c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on apprend ce qui se passe en classe, mais si jamais, moi je pense aussi par exemple à peut-être faire un peu des heures en indépendant de manière déclarée, sérieuse. Il y a quand même tout ce côté para-classe, on va dire, où il faut gérer les élèves, la relation avec les élèves, l'évaluation de leur niveau et les encadrer, quoi. Et ça, c'est ce qui va me permettre, ce VIA, ça va me permettre de me former là-dessus et de monter en compétences parce que le métier FLE, c'est quand même... il y a plein de types d'enseignements différents. On peut travailler dans des lycées, dans des universités, dans des instituts. Pour les militaires, on peut travailler dans le privé aussi. Il faut quand même un petit peu se battre, je trouve, pour en tout cas monter en compétence et avoir un peu un trousseau à proposer, ce qui fait qu'après nos profils intéressent, quoi, parce qu'il faut savoir se démarquer. Et c'est comme ça que je vois les choses. Moi, c'est aussi par curiosité pour le pays déjà, et puis d'apprendre des nouvelles choses en administratif. Et puis ça me change un peu de l'enseignement aussi, parce que c'est assez fatigant. Mais j'y reviendrai. Et est-ce qu'avec toutes les expériences en fait que tu as eues au fil des années, il y a un poste que tu préfères ou un type spécifique d'enseignement? Alors, moi j'aime bien travailler avec le secondaire, avec les écoles, sur le papier. Après, il y a les conditions locales qui sont quand même... alors vous verrez d'ailleurs sur les offres d'emploi, c'est quand même toujours très varié, il n'y a pas vraiment de standard. Le contexte où soit ça va être des programmes qui ont été créés avec la France localement, donc les ambassades, etc. Par exemple en Ouzbékistan, ils ont essayé de créer un programme avec le ministère local, c'est eux qui ont fait la demande, le ministère local, pour réenseigner l'anglais et le français, donc ils ont essayé de recruter plusieurs professeurs dans les 2 langues. Après il y a le côté concret où la demande des manuels c'est compliqué,
l'enseignement c'est compliqué, faire une sorte de transition c'est compliqué, et puis surtout la relation avec les enseignants locaux qui des fois ont des manques de formation. Donc moi je trouve ça très intéressant, mais des fois ça peut être très frustrant de pas réussir à aller jusqu'au bout du projet. En fait, en Zambie c'est pareil, j'étais censée remettre en place les programmes de français, mais après les profs étaient pas forcément formés pour utiliser des manuels, ou alors il n'y avait pas justement le côté matériel dans les classes pour pouvoir utiliser ces manuels même, ou pour faire des photocopies, etc. Mais moi le scolaire j'aime bien, le fait d'être dans des écoles locales, c'est sympa je trouve. Après le côté institut français j'aime bien aussi parce qu'on voit beaucoup de publics différents. C'est souvent des gens qui sont des travailleurs qui veulent vivre à l'étranger, etc. ou travailler avec des Français. Est-ce que tu pourrais me parler, tu as un parcours un petit peu atypique, puisqu'aujourd'hui tu fais, par là tu pars en VIA mais tu fais aussi du DJ. Oui. Il faut quand même en parler. Bah écoute, pardon. Comment ça t'est venu, à quel moment tu t'es dit finalement pourquoi pas? Bah alors je voyage beaucoup, mais je suis aussi fan de musique, donc moi je voyage aussi pour... Enfin je voyage déjà en séjour à l'étranger, c'est pour ça que je continue de partir dans des pays plus différents les uns que les autres, et je consomme beaucoup de concerts localement, et je suis toujours intéressée par les scènes locales. Et j'ai eu l'occasion d'apprendre le DJing en Ouzbékistan, à côté de mes cours et à côté de mon master. J'ai commencé pour une raison qui m'est personnelle, pour me changer les idées. On va dire, et voilà, et ça m'a permis de vraiment m'intégrer, de connaître beaucoup de gens localement, des artistes, etc. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté une approche différente, peut-être, je sais pas, inclure la musique dans les salles de classe, favoriser la musique en général dans l'apprentissage, ou pas spécialement? C'est une bonne question. Je l'ai pas forcément mis en lien parce que c'est de la musique électronique, donc c'est pas vraiment francophone. Okay. Donc il n'y a pas forcément de lien. Après, ça peut être une ouverture. Pour le côté, par contre, Alliance Française Institut, là où je vais travailler, je pense qu'il y a moyen de créer quelque chose autour du culturel. Alors je serai pas chargée de mission culturelle, il y a une personne pour ça. Mais pour moi, dans les centres culturels, par contre, c'est important d'avoir justement des passions qu'on partage. Faut pas être timide, je pense, de partager sa créativité quand on en a. Et voilà, si on a des choses à proposer, de faire des jeux en classe. En fait, après, ça dépend vraiment toujours du concret localement. Il y a des choses qu'on va vous demander de faire. Il faut réussir à respecter ça, mais si vous voyez qu'il y a moyen de faire quand même votre personnalité et que ça apporte un plus, évidemment, faut pas partir juste pour soi-même, mais s'il y a moyen de proposer d'autres choses. Moi là par exemple en Ouzbékistan, les manuels n'étaient pas du tout adaptés au niveau concret qu'on avait. Enfin, on a eu des manuels échelonnés. Les manuels scolaires c'est toujours le problème, ils sont échelonnés sur des années et on a des fois juste un niveau pour toutes les classes en termes de niveau de français. Et on peut pas leur donner le manuel des 6e pour les secondes parce que c'est un manuel de bébé, donc c'est compliqué de faire comme ça. Au début on n'avait pas les manuels, donc il fallait faire ma méthode. Ensuite il y avait des manuels, mais on a essayé de travailler avec. Puis après j'ai abandonné les manuels pour les plus grands parce que c'était pas possible. Et là il a fallu que je me débrouille quoi. Donc c'était un peu système D avec en essayant de faire beaucoup de visuels parce que c'était très compliqué de se faire comprendre avec un niveau très débutant et tout le monde parlait pas russe. Il y en a beaucoup qui parlaient que ouzbek. Et donc il y a ce côté voilà, faut sortir ses ressources personnelles, et si ça passe par la musique, si ça passe par le jeu, ou même voilà, il y a maintenant les escape games ou des choses comme ça qui sont dans le vent, ou le côté je sais pas, numérique justement. Si on a accès à du numérique, ça c'est encore la grande question. Il faut pas hésiter à proposer ça aux élèves. Ils demandent pas mal quand même, les élèves de renouveau, et le fait souvent d'avoir un français ou un francophone en tout cas venir dans leur pays, ils sont quand même curieux d'avoir d'autres choses, et ça passera toujours, sachant qu'on est quand même dans le scolaire en tout cas le prof de langue, donc c'est un peu à part. Et puis ça c'est aussi une matière je trouve qui est très personnelle, on va dire, où les gens parlent d'eux-mêmes dans la langue en fait, donc c'est un espace d'expression de soi, même de ses problèmes ou de sa personnalité qu'ils n'ont pas dans les autres matières, donc c'est vraiment l'occasion. Moi j'aimerais un peu aborder la question de la réalité du terrain, dans le sens où le master nous prépare, essaie de nous préparer en tout cas aux réalités des différents terrains, mais comment toi tu l'as vécu un peu ce changement, et un peu l'idée que tu avais en partant en disant je vais pouvoir peut-être m'adapter de telle manière, et en fait être confronté à une réalité qui est complètement différente. Alors je pense que le master m'a bien préparé au niveau des fiches pédagogiques par exemple, ou de savoir du coup faire ses cours à soi, parce que je me rends compte que par exemple en Zambie les professeurs étaient pas très autonomes là-dessus. Je sais pas si c'était un manque les études, faut savoir qu'en France on a quand même des études qui sont très cadrées, etc. À l'étranger les universitaires sont pas forcément
avec des niveaux incroyables, et il y a des gens qui ont des masters, mais les masters sont pas aux normes européennes, quoi, sont loin d'être là-dessus. Donc il y a un manque de formation et un manque de qualité aussi des fois qui fait que les professeurs font un peu ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent enseigner avec des techniques qui sont très traditionnelles. Donc là, la formation de FLE permet de acknowledge, de voir ça et de comprendre ça et de se dire la méthode traditionnelle, ça existe encore dans certains endroits, et voir ce qu'on peut en faire derrière. Et ça va mener forcément aussi à des problèmes de friction avec les élèves qui sont pas forcément habitués à une manière un peu plus moderne de travailler. Et du coup, en ça prépare parce qu'on a le recul et on a la théorie qui nous permet d'analyser en fait le terrain. Après, la pratique, elle est malheureusement difficile à préparer en amont, sachant que, comme j'ai dit, il y a tellement de manières d'être prof de FLE. Donc à la fois, peut-être qu'il manquerait un petit peu dans nos formations le côté... déjà le côté recherche d'emploi, ou le côté réalité, voir à quoi on peut s'attendre. Là, des fois, on s'amuse à préparer des fiches pour des cours qui nous plairaient, ou même la littérature, pour reprendre l'exemple. Et en fait, localement, on va pas pouvoir mettre ça en place. Ou alors, faut être vraiment très créatif et faut vraiment croire en son projet, et avoir vraiment très proactif, réussir à convaincre des fois les enseignants ou la direction. C'est pas toujours facile. Donc des fois, il faut s'habituer à se dire on va devoir rentrer dans le moule, et dans ce moule, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et à la fois, il y a des manières de changer, et puis d'un établissement à l'autre, même si c'est le même type de public, dans un autre pays, ça peut être complètement différent. Ça dépend vraiment de plein de facteurs, mais il y a peut-être ce côté entrer dans le marché du travail au sens large. Donc tu as énormément voyagé, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux par exemple qui dans le master, etc. Hésiteraient à partir pour une longue durée? Alors moi faut savoir que j'ai beaucoup voyagé effectivement depuis longtemps avant mes études, et même mes études ça a été que pas à Angers en fait. J'ai pris toutes les opportunités qu'on a en France et en Europe en général. On est quand même très chanceux d'avoir des programmes. L'inverse n'est pas vrai, faut savoir que les pays où je suis allée, c'est très dur pour eux de venir en France ou en Europe. D'un côté, il faut se dire, il faut être réaliste quand même. Si on n'a pas beaucoup voyagé dans sa vie, si on n'est pas beaucoup allé à l'étranger ou même en dehors de l'Europe, qu'on n'est pas forcément à l'aise avec les langues, parce que être prof de FLE, ça veut pas dire qu'on est bilingue non plus dans toutes les langues ou dans certaines langues. Donc faut être à l'aise déjà dans, je pense, la langue du pays ou la culture déjà dans un premier temps, ou alors se sentir capable de naviguer dans un pays où on ne connaît pas la langue ni la culture. Et voilà, il faut savoir, je pense, être graduel là-dessus. On a quand même du temps pour faire tout ça. Il y a beaucoup de programmes, par exemple l'assistanat, c'est jusqu'à 30 ans qu'on peut le faire, et puis même si on est surqualifié, on peut toujours y aller si ça nous rassure, nous, pour faire une première expérience professionnelle, avoir plein de retours, parce qu'on est quand même en travail avec des binômes, on est avec entre 5 et 10 profs en général, pour avoir des retours sur nos enseignements, apprendre une manière de travailler, de préparer nos cours. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un côté binôme, parce qu'on a très peu ça dans le FLE. Après, on est tout seul dans notre classe, et des fois tout seul dans notre centre, ou à avoir notre métier, où on est peut-être la seule prof de français quelque part, donc c'est difficile d'avoir du soutien. Il faut profiter de ça, d'avoir des retours si possible. Et faut profiter de ces programmes aussi, parce que tant qu'on est jeune, on va dire, large, jusqu'à à peu près 30 ans, je veux vexer personne. Moi là, je profite, j'ai que 25 ans, donc j'ai réussi à profiter de plein de choses différentes. Le VIA, c'est jusqu'à 27 ans. Il faut un master déjà, mais il faut avoir moins de 27 ans, donc il y a une petite fenêtre quand même. Mais moi, je dirais de foncer aussi quand même, parce que le FLE en France, on peut se dire que quand on revient, il y a peut-être pas de travail, ou je sais pas, ou on a peut-être envie de commencer par ça. En France, on trouvera plus facilement, parce que de base, on aura une expérience à l'étranger, donc avec des publics différents. Donc, quand on est en France, par exemple, on est plus apte à être dans l'interculturalité, à être dans l'adaptation, un peu le système D, comme je disais. Et ça, c'est pour avoir eu des retours d'enseignantes qui enseignent en France. Elles me disent, mais en fait, moi, j'aurais un travail tout de suite, parce que déjà, j'ai fini mes études, enfin, et j'ai aussi ce côté, je suis allée sur le terrain, donc je connais, j'ai fait plusieurs publics, plusieurs choses. Un conseil, ce serait peut-être de pas trop se spécialiser, à moins qu'on soit sûr de soi. Moi, là, j'essaie justement de faire un peu de tout, parce que j'ai pas envie de m'enfermer quelque part, j'ai pas envie de me dire, je loupe quelque chose, puis je vais regretter dans 10 ans si j'ai fait 10 ans d'enseignement scolaire. Là, j'ai envie de voir un peu autre chose, j'aimerais bien faire de la fac. Le militaire, ça a un côté aussi intéressant par rapport à des formations qui sont intensives sur des courtes périodes. Essayer d'aller voir un peu tous les différents types de cadres qui nous vont. Respecter aussi ses critères à soi. Moi, je suis végane, par exemple, donc à l'étranger, c'est pas toujours facile dans tous les pays. Il y a des pays où j'irai jamais parce que c'est juste pas possible. Et après, au niveau des conditions de travail aussi, ça c'est assez important. Si on peut se le permettre en études en se disant, je viens pour, on va dire, la visibilité, entre guillemets, pour l'expérience. Par exemple, l'Amérique du Sud, c'est un pays très sympa, peut-être en début de carrière, on va dire, mais quand on commence à monter en grade, si je peux me permettre, c'est un peu, c'est pas assez bien payé souvent, c'est assez précaire, donc c'est des choses où il faut se dire aussi,
il y a des périodes qu'on va avoir dans notre carrière, on va dire, de FLE qui vont être plus aptes à tester ce genre un type de travail plutôt qu'un autre. Lecteur à la fac, par exemple, ça peut attendre peut-être un peu plus tard. Voilà. Et ben moi j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais aborder dont on n'a pas parlé ou... Non, je pense qu'on a déjà bien couvert le sujet. Ouais, je conseille. Enfin, le FLE, moi j'ai fait ça pour voyager encore plus. Et ouais, je tenais à souligner le fait aussi quand on est à l'étranger en FLE, on est quand même pas tout seul en général. Moi, il y a exceptionnellement la Grèce où j'étais en ligne, donc j'ai rencontré personne en vrai, et c'était un peu le confinement encore. Mais sinon, en général, surtout en Alliance française, si on a peur de pas rencontrer du monde ou on a envie de se faire un réseau plus facilement au début parce que l'installation c'est quand même on part tout seul quelque part pendant très longtemps. Faut aussi être prêt à ça. Si on a un copain, une copine à la maison, faut y penser. Les parents, s'ils sont malades ou s'il y a des problématiques, voilà, faut être conscient de ce qu'on laisse derrière nous. On peut louper des étapes de la vie, joyeuses comme tristes aussi. Hein, donc faut aussi savoir qu'on part pour une certaine durée, que beaucoup de choses se passent en un an dans la vie des gens à la maison. Ouais, enfin, faut être conscient de ça, mais à la fois moi, je l'avais fait pour voyager et il faut aussi profiter de ça tant qu'on est jeune, entre guillemets. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien se stabiliser après. Moi, je conseillerais de profiter au maximum tant qu'on a l'occasion de partir à droite à gauche. Et bah, je te remercie d'avoir partagé ton expérience avec nous. Ça va être très enrichissant autant pour nous que pour ceux qui regarderont la vidéo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.